Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau du grand débat du web. C'est déjà la 20e édition de ce rendez-vous hebdomadaire pour parler des grandes actualités qui font le web et pas que, puisque dans le web, il y a tous les sujets de société qui peuvent apparaître. On en juge chaque semaine. Et on a l'occasion chaque semaine de parler de deux sujets principaux avec 4 grandes voix du web. On parlera aujourd'hui de live stream avec notamment Periscope et on parlera également des incubateurs en entreprise. On en parle avec un joli plateau une fois de plus. Elle est de retour de, je ne sais pas où, mais en tout cas très très bronzée. Cécilia Gavison, bonjour. Bonjour. Fondatrice de la Street School et de Media Maker, entre autres, c'est ça? C'est ça. Un petit mot sur les deux? La Street School, c'est l'école de journalisme du futur. Elle est gratuite, c'est pour trouver des nouveaux talents. Et dedans, on fait aussi beaucoup de digital et de code. Et Media Maker, c'est l'incubateur des médias innovants. À côté de vous, dans l'équipe noire, nous avons Damien Douany. Damien Douany. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de vous, Damien? Faites la carte de visite tout seul, je suis fatigué de ça. Oh, à chaque fois, mon Dieu. Alors, voilà, je suis cofondateur d'une agence digitale qui s'appelle Fada. Et entre autres de mes différents projets, en rapport directement avec notre activité d'aujourd'hui, aussi associé dans la première chaîne francophone sur Periscope qui s'appelle Wiscope. Mais c'est toute la journée? Ça se passe comment? Oui, effectivement, c'est ça. Il y a des, pour l'instant, c'est pas un flux continu, hein, mais on a une grille de programme avec des émissions tous les jours et on regarde, comme on regarde à la télé, on se branche. C'est bien ce que vous disiez de notre jeu, il est Fada. C'est vraiment ça pour lancer une chaîne sur Periscope. En même temps, c'est pas le seul et ça en prend de l'ampleur aujourd'hui. Vraiment, on va pouvoir en parler. En face de vous, l'équipe, tout en couleur avec Clotilde Provost en rouge. Bonjour. Bonjour. Clotilde Provost, c'est la méthode. Comment accompagner les entrepreneurs dans l'aboutissement de leur projet entrepreneurial? On a toujours le débat sur entrepreneur ou entrepreneuse. Voilà, et on fait absolument ce qu'on veut. Et à côté de vous, dans l'équipe de couleur, il y a Julien Jacob. Bonjour. Bonjour. Parallèle entrepreneur. J'ai trouvé ce terme-là parce que je vois beaucoup de serial entrepreneurs. Oui, et moi, en fait, parallèle entrepreneur, vous vous souvenez de série et parallèle à l'école? Parallèle entrepreneur, en fait, c'est faire 2 boîtes en même temps. Et c'est lesquels alors? Et alors, c'est WeFlash et Spoonit, qui sont 2 sujets qui n'ont a priori rien à voir. Donc, Spoonit, c'est la livraison de plats en 10 minutes, plats sains, préparés par nous, etc. Et WeFlash, c'est une marketplace entre photographes et agents immobiliers. Et le lien entre les deux, en fait, c'est la techno et essayer d'optimiser des process qui marchent pas très bien, on appelle ça de la friction. Et en fait, ce qui est passionnant, c'est que je fais les deux en parallèle et je me sers dans chaque boîte de ce que je viens d'apprendre dans l'autre. Allez, faites-moi un petit plaisir tous les deux. Vous avez une feuille blanche, faites-moi le drapeau français, parce que là, c'est vraiment... Merci beaucoup. Bravo. Premier sujet de ce grand débat du web numéro 20. La guerre du live stream est-elle lancée? En clair, est-ce que YouTube, qui a pris un peu de retard, ce qui est un peu à son habitude d'ailleurs, de temps en temps, les grosses boîtes ont du mal à suivre les modes et les tendances, va rentrer dans une guerre contre à la fois Periscope, détenu par Twitter, qui cartonne quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, et également Facebook Live, l'autre service qui a été créé par Facebook. On parle aujourd'hui donc d'un service qui s'appellerait comment? Il s'appelle YouTube Connect, je crois bien, qui serait lancé au mois de mai. En tout cas, c'est une indiscrétion d'un gros site de référence américain. Et a priori, on peut leur faire confiance. Et YouTube rentrerait dans le live streaming, dans la bataille du live streaming qui commence à devenir quelque chose d'important. Et là, on se tourne vers celui qui a monté comme un fou la première chaîne Periscope au monde. Non, la première chaîne française, en fait. Un visionnaire, absolument. On est 4 visionnaires dans ces cas-là. Wiscope. Oui, tout à fait. Pourquoi Periscope? Pourquoi aller faire une chaîne de télé à partir d'un téléphone aujourd'hui? Très sincèrement, ça peut nous expliquer pourquoi tout le monde veut y aller. Ce qui est intéressant, le live stream, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis une dizaine d'années, mais comme toute innovation, celle-ci met du temps à se diffuser. Et pour atteindre, on va dire, des marchés, pour passer du B2B, pour arriver au marché grand public. Et là, on a atteint l'alignement des planètes, ce que j'appelle l'alignement des planètes. En gros, on a du business, on a une technologie qui tient la route, en gros un téléphone qui arrive à faire quelque chose de qualité avec des réseaux de qualité. Donc en résumé, on peut faire quelque chose de la bien. de la 4G. Voilà, on peut faire des choses bien, parce que moi j'en faisais il y a 8 ans, des choses comme ça, mais avec un pauvre Nokia, avec un pauvre réseau 2G, 3G, donc voilà. Et les usages, c'est la troisième étoile qui s'aligne, c'est les usages. Donc en gros, pourquoi les usages? On a domestiqué la vidéo avec YouTube, on a appris à la regarder, à la produire, mais elle était enregistrée. L'étape d'après, c'est le direct. Moi, je vois quand même une 4e raison qui est l'ego trip se poursuit à travers la vidéo. C'est-à-dire qu'on a tous eu de l'ego trip depuis le web de zéro et qu'au début, on ne voulait pas être filmé. Rappelons-nous de Loïc Lemer et Sismic lançant une solution comme ça, tout le monde disant ça va marcher. En fait, ça n'a pas marché du tout parce que personne ne voulait se filmer réellement et envoyer des messages. Aujourd'hui, chacun recherche en permanence l'idée de se produire visuellement face aux autres. C'est une quatrième étoile qui s'aligne, qui est une étoile plus sociologique, qui est le côté on a appris à se dévoiler, à se montrer. Certains disent qu'il n'y a plus de vie privée, etc. Ça, je mets cet argument de côté. Dans tous les cas de figure, quand on s'expose sur les médias sociaux, on accepte de dévoiler quelque chose. Donc, on est dans une étape logique. Bref, est-ce que la guerre est lancée? Est-ce que YouTube rentre dans une vraie guerre?
En clair, ils vont se taper dessus parce que Facebook veut se taper YouTube, déjà de base. Le concurrent de Periscope, c'est pas Facebook. Le vrai concurrent de Facebook, c'est YouTube. Donc déjà, ça, c'est le premier élément. YouTube est en retard alors qu'ils avaient déjà des clés avec Hangout, qui est une solution maison, mais qu'ils n'ont pas exploité à sa juste valeur, alors qu'il est très très bien. Et à côté de ça, Periscope, c'est Twitter version vidéo. C'est en gros, captons sur l'instant ce qu'on voit et diffusons-le au plus grand nombre. Donc la guerre va faire des morts, nécessairement. Elle a déjà fait un mort, c'est Meerkat, qui a été tué lorsque Periscope a été racheté par Twitter. Elle va consolider certainement des positions. Elle va certainement aider Twitter à sortir la tête de l'eau, parce que Periscope, c'est le futur de Twitter. Elle va consolider des positions avec Facebook, et on peut se poser la question avec YouTube, comment ils vont arriver à faire le truc. Et il risque d'y avoir des concurrents, mais qui seront des petites étoiles autour. En général, quand Google arrive après la bataille sur quelque chose, Google, YouTube, ils ne sont pas toujours les meilleurs. On a vu avec Google+, ce n'est pas toujours la réussite totale. Ils sont bons dans des services innovants, mais quand il s'agit de rattraper un retard, ça ne marche pas toujours. On verra ce que donne Codect. Cécilia. Il y a aussi une segmentation de ce marché. Je pense que ça correspond à des usages différents. Aujourd'hui, parmi les très très jeunes, il y a une génération Snapchat, qui est aussi du live stream, éphémère. Et il y a la génération aussi Periscope, c'est-à-dire chacun en fait, va trouver aussi où est son endroit, où est son réseau. Ça correspond à des usages qui sont différents et c'est assez intéressant à observer. YouTube, c'est devenu statutaire. C'est-à-dire qu'avant, c'est là qu'on découvrait des gens. Maintenant, il y a des grosses chaînes. C'est presque de la télé, YouTube. Il y a du broadcast dans YouTube. Et pour émerger dans YouTube, ça devient toujours possible, mais beaucoup plus difficile. Versus les petits coins, le café-théâtre du coin, le périscope. Là, je vois au niveau du collège, par exemple, ils ont un réseau périscope. Alors, ils se périscopent toute la journée. Entre eux. Donc, tout d'un coup, ça crée des niches par rapport à des âges. Alors, c'est des usages différents. Snapchat, c'est un usage extrêmement ludique. Et qui ajoute, qui joue dans le fun, avec quelque chose d'un peu avant-garde et qui est assez intéressant. C'est provisoire de Snapchat, ça passe. Mais de plus en plus, ils vont le pérenniser parce que les gens ne vont pas investir dans quelque chose qui est trop provisoire, même si une part de l'usage Snapchat, on écrit à des gens. On leur envoie de la vidéo live stream à des gens. Donc ça, c'est une façon de faire. Periscope, en fait, là, c'est un peu plus anonyme. C'est-à-dire, de nouveau, on écrit, on mélange l'intime et l'extime. On mélange ce qu'on dit de soi, les copains, et puis ceux qu'on ne connaît pas. Et on a un réseau. Et en fait, Periscope, c'est assez bien fait parce que les gens peuvent trouver ce qui se passe. Parce que toute la bataille du live stream, c'est pas simplement de produire, c'est comment les autres vous trouvent, comment on trouve son public. Comment les gens ont trouvé Serge Aurier, par exemple, tout simplement, je ne sais pas, il a dû faire quelque chose sur Twitter pour dire je suis là en live sur Periscope. Oui, parce qu'il y a un lien automatique. Dès qu'on Periscope, ça remonte absolument, et ça lui a permis de dire toutes les conneries et de perdre son job, en tout cas pour l'instant. Tiens, on voit ces jolies images, vraiment très inspirées. Et puis, il y a évidemment les attentats moins gays, franchement, à Bruxelles, qui ont été extrêmement suivis via Periscope, en fait, très rapidement, avec les débordements qu'on a vus d'ailleurs sur des photos et sur des films. Des images ont été produites et envoyées via Periscope. Et en fait, ça change aussi le visage des médias, là, pour le coup, assez radicalement. Julien, sur ce sujet-là? Moi, je pense que ce qu'on est en train d'observer, c'est qu'on le regarde d'un point de vue professionnel, parce qu'on vient un peu tous des médias, etc. Et en fait, ce qui est le plus compliqué dans la vidéo, c'est le montage, comparé à de la retouche d'image, même du recadrage, c'est juste un cauchemar. Et puis, c'est la qualité de l'image. Et là, en fait, on se retrouve face à... On a enlevé les deux verrous et les deux freins qui étaient les freins principaux à la production de la vidéo. C'est que on n'en a plus grand-chose à faire de la qualité de l'image parce qu'on le voit, en fait, c'est devenu même un style ou un genre. Graphiquement, ça devient même... Il y en a qui trouvent ça beau. Et puis surtout, on s'interdit de faire le montage. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est quelque chose... Ça a commencé effectivement avec Snapchat, mais pour le coup, Snapchat, c'est une audience de jeunes. Je pense que ça va devenir un usage vraiment... d'un grand nombre de personnes. À chaque fois qu'on vit une aventure personnelle qu'on a envie de partager, on pouvait envoyer un statut sur Facebook ou sur Twitter. En fait, la vidéo, comme tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, ça devient encore plus simple. Donc effectivement, c'est pas prêt de s'arrêter. Sur Periscope, ça permet de dire beaucoup plus de choses. Twitter, c'était encore extrêmement réduit. Un Periscope, mais moi qui suis bavarde, mais c'est génial. Un Periscope, on peut dire énormément de choses. Donc, c'est un message qui contient beaucoup de messages, un message Periscope. Et puis, en plus, il y a effectivement le langage de l'image. Avant, on se téléphonait. Pour se raconter un truc live, on se téléphonait. Et on se le racontait. Aujourd'hui, c'est le temps du récit, c'est l'image. Et c'est l'image en direct. Mais Periscope, il faut filmer quelque chose quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi... il faut que quelque chose se passe. Voilà. Alors, ça dépend. Moi, je me balade beaucoup sur Periscope le soir, la journée, pour voir un peu les différents continents, etc. Il y a de tout. Il y a des ados qui se parlent comme s'ils se parlaient dans une webcam, mais qui croient être entre eux. Mais ce qu'il faut bien avoir... Mais c'est pas grave.
C'est un peu le cas sur Twitter aussi. Oui, c'est le cas sur Twitter. On en connaît qui se parlent entre eux, on oublie qu'ils ont des gens qui les suivent. Mais suivent. le truc qui est intéressant avec toutes ces nouvelles solutions-là, c'est un point qu'on n'a pas vraiment souligné, c'est que la vraie révolution de ce live stream, c'est qu'en fait, il y a une boucle de retour. En gros, j'envoie une image, intéressant, pas intéressant, ça dépend, mais j'ai des gens qui peuvent me parler en temps réel. Donc réagir, me dire, va voir à cet endroit, donc réagir et dialoguer avec eux, ça c'est une vraie révolution par rapport à un classique, classique télévision, j'envoie un flux, puis on verra bien ce qui se passe. C'est là où ça devient très intéressant. Clotilde. Moi, ce qui m'intéresse sur ce sujet, c'est de voir ce que ça va produire en périphérie. On va y aller, on y est, ça va arriver, ça va être... Donc, par rapport à ce que tu dis, on a vu les attentats en direct, donc on va avoir un journalisme mondialisé, une masse d'infos, donc ça va être très impactant sur le métier du journaliste, c'est-à-dire que le journaliste ne va plus produire l'image, en revanche, son métier va être impacté, ça va être qui va trier l'info. Donc du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est que l'information vérifiée va commencer à devenir chère. Donc on pourra peut-être réinventer un nouveau modèle d'information vérifiée qualifiée. Le journaliste va redevenir ce qu'il doit être, c'est un médiateur aussi. C'est ça, voilà. Trier et valoriser et analyser. Le métier de journaliste va être dans l'analyse. C'est un peu perdu quand même en faisant 100% confiance donc c'est plus la peine d'y aller, tout le monde a presse ou à l'AFP. Donc ça, première chose, en périphérie, ça va être intéressant. Regardez, est-ce que on va pouvoir remonétiser l'information qui a de la valeur. Première chose. Et deuxième chose que je trouve que c'est intéressant, c'est ce que produit l'instantanéité. Donc oui, les ados se filment, etc., mais tout le monde va se filmer et donc on va être dans la dictature du dérapage. Le premier qui dérape, il va se faire choper. Donc ce qui va être intéressant, c'est là, j'ai envie de mettre un ticket, c'est dans toutes les boîtes qui font de l'e-réputation. Parce que là, ça va être... Ça va être le business du siècle, je pense. T'as ça, et puis t'as un autre... Alors t'as ça, on le voit déjà, hein, ils se filment dans les classes, par exemple. Mais il ne faut pas regarder le côté négatif. Mais ça va être une sacrée dictature. Non, il faut le regarder au sens... Il faut l'avoir, mais il ne faut pas que focaliser là-dessus, c'est toujours pareil. Il y a du bon et du moins bon. Ce qui est intéressant aussi, c'est le direct qui va devenir intéressant et le médiateur, ou aussi un autre élément qui est comment faire en sorte de découvrir des choses intéressantes. Qui sont les nouveaux talents? Comment ils émergent? De quelle manière? Là, on le voit déjà, il y a des gens qui donnent des rendez-vous. Nous, alors, juste pour parler 30 secondes de l'expérience qu'on fait avec Wiscope, on veut essayer de relinéariser. Parce qu'en fait, finalement, Periscope, chacun prend l'antenne quand il a envie et raconte un truc sur l'instantanéité. Là, on pourrait en faire un... Le problème, c'est d'avoir des rendez-vous, parce qu'on aime bien les rendez-vous quand même. Et donc, en relinéarisant et avec des talents, on se redonne une grille, et finalement, après, chacun raconte ce qu'il a envie dans sa grille. C'est intéressant parce qu'on revient à des modes ancestraux. C'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, on est quand même contrarié par tout ça, c'est-à-dire que tous les gens qui sont dans le digital, c'est-à-dire délinéarisés, sont en train de tenter de relinéariser. Pour redonner de la lisibilité, en fait. Mais je ne sais pas si c'est ça, la façon dont les cerveaux, parce que ça sera la suite d'un débat aussi sur l'intelligence, la façon dont on perçoit les choses. Aujourd'hui, sur le live stream, parce que là on se dit, bon, c'est ça, c'est comme ça. Mais quelles sont les conséquences, puisque tu étais dans les conséquences? Bien sûr, il y a le journalisme trié. Mais les journalistes vont faire ça, mais seront emportés eux aussi par le flot d'images. Par contre, le journalisme va ralentir, c'est-à-dire que probablement, il va y avoir un journalisme qui va se mettre statique, qui va prendre le temps d'examiner les choses, qui va être décalé, en fait. Voilà. Mais il y a aussi une chose sur la façon dont on réagit. C'est du temps de cervelle, tout ça. C'est-à-dire que le temps qu'on passe à faire ce périscope, le temps qu'on passe à le regarder, c'est du temps de cervelle occupé et c'est du temps dispersé. C'est une bonne remarque, d'autant qu'il va falloir qu'il y ait un modèle économique, parce que s'il va y avoir une guerre, c'est parce qu'il y a des morceaux de gâteau à manger, hein, de toute façon. Et il faudra trouver le modèle, parce que sur un écran comme ça, pas évident d'aller glisser de la publicité, et sous quelle forme. Et je voudrais juste faire une remarque quand même, on est dans une société dont on a dit qu'elle passait du vertical à l'horizontal. La vidéo fait le contraire. En fait. C'est qu'on est en train de rentrer dans une société de la vidéo verticale, ce qui est en train de changer pas mal la donne. Et je pense que quand on va dans les gares partout, on a de la vidéo verticale, de plus en plus de films, et qu'on va s'habituer dans les prochaines années à regarder des vidéos verticales de plus en plus. De plus en plus. Et peut-être même des gens vont mettre des télés avec des chaînes verticales. Est-ce que vous avez vu cette expérience de cinéma avec l'écran vertical? Mais je trouve ça génial, ça change absolument toutes les perspectives. Et il y a certaines formes de cinéma qui sont même plus gagnantes que d'autres dans ce style-là. Pour revenir sur le modèle économique, je pense que c'est un peu l'histoire de Facebook et de Google, etc. C'est que la bataille, en fait, aujourd'hui, parce qu'ils ont gagné la bataille des médias, qui est la capacité à des personnes, le fameux grand journal, le soir, etc. Donc Facebook, quand est-ce qu'il a gagné ça? Quand il a dit qu'il réunissait tous les jours 1 milliard de personnes sur la planète. C'est pas qu'ils avaient 2 ou 1,8 milliard, etc. C'est cette capacité à réunir des gens. C'est-à-dire que vous imaginez, même conceptuellement, il y a 1 milliard de personnes sur Facebook qui se connectent dans la journée. Et ce que ça va faire, c'est que ça va rassembler des gens dans des temps très forts, un très grand nombre de personnes. Franchement, quelqu'un qui arrive à faire ça, il n'a pas besoin de se poser la question économique, il va le trouver. On disait que la grand-messe du 20h c'était terminé, on disait que les grands événements sportifs allaient se déliter, et en fait, ces objets-là sont en train de, ces solutions-là, en train de recréer en fait une concentration, ce qui est assez intéressant. Il y aurait plein de choses à raconter, mais on a un deuxième sujet dont on doit parler, ce sont les incubateurs
de start-up dans les entreprises. Incubateurs de start-up, il y en a absolument partout. Il y a un site d'ailleurs qui a été créé, qui recense à peu près tout ce qu'il y a en France. Il y en a des centaines. Et vous avez aujourd'hui le Y de BNP Paribas, vous avez Starting Post, comme son nom l'indique, de la Poste, vous avez Amaury Lab du groupe Amaury, vous avez l'incubateur d'Alliance qui est à Nice, dans le stade, d'ailleurs le nouveau stade, vous avez Microsoft Spark, vous avez Orange Fab, vous en avez plein. Plein de boîtes ont créé leurs propres incubateurs. Est-ce que ça a du sens d'amener des start-upers dans une entreprise qui est une grosse entreprise? Est-ce que l'entreprise y gagne en légèreté, en agilité, en intelligence, en rapidité, en esprit start-up, ou est-ce que finalement les start-up se font absolument manger par les process des grandes entreprises? J'ai envie d'en parler d'abord avec Clotilde, qui gère un petit peu ce genre de truc aussi avec des start-up. Ouais, alors moi, je viens des grands groupes. Donc, pour le coup, je connais les vivre de deux, l'intérieur. voilà. Je connais bien les grands groupes. Et je travaille toujours avec des grands groupes aujourd'hui. Et donc, ce que j'observe, c'est qu'effectivement, il y a une incompatibilité de base. Le grand groupe... Bon, signalons que tous ici, vous avez fait partie de grands groupes. Hein. Le grand groupe, lui, toute son énergie est mobilisée pour gagner du temps et sauver l'existant. Grosso modo, si je caricature, c'est ça. C'est-à-dire toute la masse est là, il faut sauver l'existant. Les startups, on a bien compris qu'elles sont dans l'accélération. Donc tout le discours des grosses entreprises autour de l'accélération, ça n'est qu'une vitrine. Derrière, c'est pas de couilles, pas d'embrouille. D'accord? D'un autre côté... Mesdames, Messieurs, Clotilde Provost. D'un autre côté, donc les conditions pour que ça marche, il faut être près de Dieu, parce que le seul qui peut faire bouger et prendre des décisions, le cercle réduit, de la décision dans les grands groupes, elle se tient au COMEX. Voilà. Donc si tu n'es pas à proximité du COMEX, près des patrons qui ne fonctionnent que d'une seule chose, un patron, il ne croit que ce qu'il voit. Donc s'il ne voit pas l'application qui marche, tu peux lui parler de tout ce qu'il veut, il fera très intéressant. Mais donc il faut être près des makers, doivent être près de la tête qui prend les décisions, sinon c'est foutu, ils se font bouffer. Et ce qui n'est pas le cas la plupart du temps dans les grands C'est groupes, ça, le évidemment. problème, c'est qu'effectivement, les patrons disent « je vais donner ça ». Qui le prend? Qui n'en veut de l'incubateur. Et donc, le qui n'en veut, ça voilà. Même si on crée des nouveaux postes aujourd'hui qui sont censés faire l'interface. Justement, pour eux, c'est une source incroyable d'inspiration. Il faut qu'ils comprennent que c'est là que ça va se jouer, quoi. Moi, je trouve qu'il y a un gâchis incroyable. Mais ça se joue, alors moi je partage complètement cette analyse, c'est-à-dire que c'est vrai que les boîtes, ce qu'elles veulent, c'est conserver les murs. Elles veulent tenir les murs. Les assets, l'existant. Versus la start-up, la disruption, c'est-à-dire faire éclater le mur. Donc c'est des cultures qui ne peuvent pas s'entendre du premier coup. Mais ensuite, par contre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une autre façon de le faire. C'est des gens qui ont commencé dans des startups ou qui sont passés par des startups et les grosses boîtes commencent à les recruter. Alors ça aussi, ça va demander une adaptation, mais il y a tout d'un coup une nouvelle culture qui est incorporée. Avant, on sortait de l'école tout beau, de l'école de commerce, hein, par exemple, tout beau, tout neuf, bien formaté pour l'entreprise. Et maintenant, en fait, les entreprises héritent de gens qui ont une expérience entrepreneuriale, elles aussi, et qui viennent avec cette autonomie. Elles sont en fait en train d'intégrer quelque chose qui est quand même un tout petit peu différent, qui n'est pas directement une start-up, mais quelqu'un qui a eu l'esprit start-up. Donc je pense que la transformation, elle se fait plutôt comme ça. On voit fleurir aussi le reverse mentoring. Il s'agit de faire venir des gens qui sont en activité dans leur start-up pour une journée d'open innovation, on appelle ça comme ça. Enfin bref, c'est un brainstorming autour d'un projet de l'entreprise qu'elle met un peu comme ça en commun, dont elle dévoile le sens. Et les personnes des start-up viennent avec leur esprit pendant 2-3 heures, une journée, libérer la parole et balancer ça. Alors, et sont payés pour ça. Et ça change tout. Ce que font aussi les entreprises, c'est qu'elles envoient leur staff dans les incubateurs, par exemple Mediamaker. Non, mais elles les envoient un peu, j'ai l'impression que c'est presque s'aérer, c'est-à-dire s'aérer, ouvrir un horizon, quoi. Et ça peut peut-être marcher, mais pour plein de raisons, comme c'est simplement agréable déjà de sortir de l'entreprise. Et puis... Quand ils reviennent en prison, ils sont encore plus déprimés. Oui, voilà. C'est horrible pour eux. C'est exactement ça. Prison, j'aime bien la prison, carrément. Il y a un truc, après, c'est la question d'infuser. Quand ils reviennent dans l'entreprise, d'arriver à infuser le truc. On l'a tous vécu, parce qu'on a tous fait des grands groupes et on est tous partis faire nos activités. Donc, quelque part, c'est révélateur. Non, mais je vois deux choses. En fait, aujourd'hui, les grands groupes fantasment sur les nouveaux talents. Ils fantasment, et ils ont raison, dans le sens où ils ont besoin de nouveaux talents, ils ont besoin de gens qui ne voient pas, qui voient ce qu'eux ne voient pas. Donc, ils ne savent pas comment les trouver, puisque justement, il y a cette différence de culture. Donc, les codes pour trouver ces gens qui sont différents, qui seraient des passeurs, ils ne les ont pas. Donc, il y a une sorte de métier intermédiaire qui se crée, qui est, ça s'appelle comme on veut. C'est Clotilde, c'est un incubateur. Il y a aussi des sociétés comme Clostry qui leur disent, vous avez des talents en interne, repérez-les déjà. Parce que vous avez des talents en interne quand vous êtes une grosse boîte. Et il y a des gens qui pensent le monde de façon opérationnelle en interne. Tu disais il y a quelques instants l'idée de faire venir des start-upers, les faire rencontrer, etc. Oui, il y a des initiatives qui existent. Il y en a une qui s'appelle ModUp, mais il y en a d'autres qui fait exactement ça. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est l'aspect, non pas les start-up, mais l'esprit start-up.
Il y a une initiative d'Orange qui s'appelle la Villa Bonne Nouvelle, qui est passée un peu sous le radar, qui est en fait, ils ont pris un vieux répartiteur qu'ils ont du côté de Bonne Nouvelle, à Paris, et ils l'ont transformé dans une sorte d'espace de coworking en mélangeant des équipes à eux, des équipes de start-up qu'ils hébergent, mais de manière vraiment itérative, régulière. Ils ne sont pas là pour rester un an, ils restent quelques mois, et ils font venir aussi des artistes. Au-delà, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est les RH qui pilotent l'histoire. C'est pas du tout les business units ou autres, c'est les RH qui pilotent l'histoire et qui testent un truc. Ils veulent essayer de voir justement cette question d'infusion, connecter les choses. C'est en dehors du business. Pardon ? Si c'est pas le business qui s'approprie, ça veut dire que c'est en dehors du business. Oui, mais c'est intéressant de se dire que... C'est Spoutnik. Oui, mais c'est intéressant de se dire qu'ils veulent essayer d'acquérir cet esprit-là. Typiquement, la responsable qui s'occupe de ça, elle n'est pas responsable du truc, elle est happy manager, etc. Au-delà de l'aspect un peu marketing du truc, c'est le nouveau poste, ça. Le happy manager. Au-delà de l'aspect purement Chief Happiness Officer. Avec toi, Clotilde, sur le côté pipeau. Je pense qu'il y a une vraie idée derrière. Non, il y a une vraie idée derrière qui est de dire comment on peut apprendre différemment. Si on n'arrive pas à faire connecter le business unit avec les startups parce qu'elles ont du mal pour les raisons qui ont été dites, qu'il y en a qui veulent garder les murs, d'autres les péter, l'idée de l'état d'esprit, ça peut être une manière de faire bouger les lignes. Juste un mot quand même de Julien, dont le métier, entre autres, est jusqu'à présent de vendre des startups à des grands groupes, notamment des groupes médias. Qu'est-ce que vous pensez de cette inclusion? Alors, j'ai eu la chance, j'étais chez un industriel coté en bourse, c'était ZDNet, etc., et qui nous laissait, qui était une vraie, c'était du vrai intrapreneuriat. C'est ça que j'étais patron de la France. C'est une année, on a lancé les événements, l'autre année, on a lancé le marketing direct. Enfin voilà, on a une liberté totale. On est passé de moins 4 millions de pertes à plus 500 000 en EBITDA, donc forcément tout allait bien. Mais j'ai quand même eu la chance d'être dans ces groupes-là. Moi, j'aurais une vision un peu différente là-dessus. C'est que je pense qu'il y a juste un truc dont on tienne compte, c'est que là, on parle de vieilles entreprises ou de start-up, tout ça. Il y a juste un truc qui a changé, c'est que dans les images qu'on voit derrière, là, aujourd'hui, pour lancer n'importe quel service, avec tout ce que vous avez en SaaS, pour 500 balles, vous créez votre propre boîte. Vous avez besoin d'un central téléphonique centralisé ou dispersé sur des gens, vous avez besoin de marketing automation, vous avez besoin d'un CMS, vous avez besoin de géolocalisation. Vous enfilez les perles, vous allez dépenser à peu près 200 à 250 euros par mois. Donc la vraie différence, c'est autant avant, j'y croyais pas du tout quand on mettait des grosses machines face à des machines grosses mais un peu plus petites qui là ça colle pas. C'est que là où je pense qu'ils ont raison, c'est qu'aujourd'hui, pour tester une idée comme ça, déjà, la méthode américaine, quand on rachète une boîte, c'est surtout on la laisse isolée, donc on n'essaye surtout pas de l'intégrer dans la grosse boîte, parce que là, c'est recipe for failure, comme ils disent. On la laisse dans son petit coin, on la laisse avec 500 balles ou 1000 balles par mois développer son petit truc. Et là, il y a deux choses qui se passent. Un, les talents, parce que je pense que c'est quand même un truc essentiel. Effectivement, je fais du mentoring, je sais, aujourd'hui, c'est fini, les grands groupes, ils veulent lancer leur start-up, presque trop tôt d'ailleurs, parce que je pense qu'à un moment, c'est bien aussi de se faire un peu les épaules ailleurs. Et deux, surtout... C'est bien de savoir ce qu'on fuit, surtout. Oui, voilà, en fait... Il y a des choses à apprendre aussi, quand même. Ce qui me gêne, c'est que c'est un peu par réaction. Alors que c'est pas vraiment positif, c'est par réaction. Et le deuxième truc, c'est que on sait très bien dans le monde dans lequel on vit, c'est le monde des startups. 9 startups sur 10 vont se planter, il y en a une qui va réussir. Donc, il faut lancer 10 perles. Et c'est pour ça que je pense que... je vais essayer d'être un peu plus positif. Je pense qu'elles ont raison de faire ça, à condition de respecter certaines règles, c'est d'essayer de ne pas trop perturber les startups et de ne pas faire croire à tout leur staff qu'ils sont devenus startups. On va essayer de lancer une ou deux perles avant de terminer cette émission. Puisqu'on a le plus un moins un qui arrive, les coups de cœur, les coups de gueule, j'ai besoin de 2 perles. On commence par qui, Damien? Tiens. Allez, on y va, 1 plus 1. Je connais un gars qui est capable de vous vendre un produit. Vous êtes prêt à mettre 1 000 € sur la table, vous n'avez pas vu le produit et il arrivera dans 1 an et demi. Non, c'est pas du Kickstarter. C'est pas Tim Cook. Non, ça pourrait être Apple, ça pourrait être Steve Jobs ou Tim Cook, pardon. Non, c'est Elon Musk avec sa nouvelle Tesla. C'est quand même extraordinaire de se dire d'arriver à avoir un tel marketing de l'attention. Enfin, je lisais une phrase récemment qui disait, en gros, Tesla donne envie d'acheter des voitures, tandis que Renault les vend. On dit, Renault, il essaie de les fourguer, quoi. Il essaie de faire en sorte que quand les gens viennent, on va négocier l'autoradio. Alors de l'autre côté, il y a des gens qui sont prêts à... Ils savent même pas ce qu'il y a dedans, ils connaissent pas la fiche technique, ils sont prêts à mettre un chéquier et à mettre un chèque. Quand on est monté dans une Tesla dernière génération, on se dit que la prochaine, si elle est aussi bien déjà, c'est pas mal. C'est ça que je trouve génial. Juste, le plus 1, c'est toujours génial de se dire qu'il y a des personnes qui arrivent à réinventer
à réinventer le truc. Sur la durée. Je pense qu'il y a un autre truc moi, qui m'impressionne le plus, c'est qu'il a inventé le software et le hardware dans la voiture. Oui, c'est je suis d'accord. Ce qui change dans la Tesla, c'est que, ok, il y a les sièges en cuir, mais quand il y a un nouvel OS qui arrive, une mise à jour, vous avez juste une voiture fonctionnellement différente. Et ça, c'est quand même très fort. C'est un software avec de la carrosserie auto. C'est comme ça qu'il a mis comme un add-on d'une certaine façon, qu'il a mis la conduite automatique dans les Tesla dernière génération, ce qui n'était pas au départ. Ce qui est quand même assez incroyable d'acheter une bagnole qui ne se conduit pas toute seule et qui devient conduisible. Qui évolue. Donc on a l'impression effectivement de rentabiliser, alors que jusqu'à présent, en gros, si on n'avait pas les options dès le début, c'était mort. Il a juste 20 ans d'avance sur tout le marché de l'automobile, qui est un petit peu vieillot. Pour ça, c'est un révélateur de tout ça, je trouve ça génial. Allez, Cécilia, vite fait. Moi, je voudrais faire un +1 à Joël Ronez, qui lance une sorte de Netflix de la radio, et j'y crois beaucoup. C'est-à-dire que tous les médias ont été impactés par la révolution digitale. Pour l'instant, la radio, finalement, conservait un peu son univers. C'est magnifique la radio, mais elle a besoin de voyager. La voix a besoin de voyager. Et elle n'a pas son transport pour l'instant. Et si tout d'un coup, en fait, elle devient exportable parce qu'elle est délinéarisée elle aussi, qu'on peut la récupérer avec des émissions incroyables, ça s'appelle Binge et je vous le recommande. Il y avait autour de cette table, on va essayer de reprendre dans l'ordre féminin d'abord, Clotilde Provost, Cécilia Gabizon, Julien Jacob et Damien Douany. C'était la 20e édition de ce grand débat du web. À la semaine prochaine. Salut à tous et merci.